Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Café Sapiens, bienvenue en direct ou en différé. Ce Café Sapiens qui va parler ce matin d'innovation, de biotechnologie, d'innovation agricole, à l'occasion du lancement de votre dernier livre, Catherine Regnault-Roger, Enjeux biotechnologiques des OGM à l'édition du Génome, c'est aux presses des mines, c'est paru depuis le début mai et ça nous permet de nous retrouver ce matin pour en parler. Et pour vous interroger, je suis ravi de recevoir Laurent Papy, qui évidemment que vous connaissez, qui est directeur de l'Observatoire Agriculture, qui a lui-même commis il n'y a pas très longtemps le Mirage Bio, oui. Hein, c'est ça, et évidemment qui aura plein de questions. Et alors avant, je termine de vous présenter, pour ceux encore, il y en a peut-être qui ne vous connaîtraient pas, mais vous êtes professeur émérite des universités à l'université de Pau et des pays de l'Adour, pays magnifiques. Vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France et de l'Académie nationale de pharmacie. D'ailleurs, le livre est aussi préfacé par Jean-Yves Ledéo, avec qui j'ai eu le plaisir de signer quelques tribunes. Alors s'il nous écoute, je le salue. Voilà, sans plus de commentaires, alors comme d'habitude, ça va durer 1 heure. À 9 heures, nous vous libérons tous comme promis. Mais d'ici là, on a plein de choses à se raconter parce que ce sujet est passionnant, il est brûlant, il soulève plein de problématiques en lien avec l'actualité et plein d'espoir aussi, c'est ça qui est intéressant. Laurent. Oui, merci Olivier. Alors je pense que ce sujet est extrêmement intéressant. Sur les biotechnologies, on va peut-être préciser un petit peu la définition et de quoi on parle. Moi, ce qui me frappe quand on étudie ce dossier, c'est le fossé qu'il y a entre ce que dit la communauté scientifique sur les biotechnologies, et quand on entend ça, on entend un gros mot en France qui est les OGM, et puis on parlera des autres nouvelles technologies comme l'édition génomique qui constituent des promesses formidables, mais le décalage entre l'opinion publique, la politique et la communauté scientifique qui nous dit mais ce sont des techniques qui ne changent pas l'analyse des risques par rapport aux anciennes techniques d'amélioration génétique. Et donc je pense que c'est quelque chose, Catherine, que vous allez peut-être nous expliquer, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette défiance aujourd'hui et ce fossé entre les considérations scientifiques et l'opinion publique sur la question des biotechnologies, en particulier des OGM? Bien, je voudrais remercier l'Institut Sapiens de son invitation et puis aussi du fait que vous soyez penché sur ce livre. Effectivement, pourquoi j'ai réalisé ce livre, Enjeux biotechnologiques, pour moi, c'est l'aboutissement d'un mandat déjà de plus de 12 ans au Conseil des biotechnologies qui a terminé sa mission en décembre. Et puis aussi, j'ai bien sûr travaillé en tant qu'universitaire, en collaboration avec des collègues du ministère de l'Agriculture, de la FREDON, donc la Fédération de lutte contre les organismes nuisibles, des collègues canadiens aussi, donc sur ces problèmes de protection des cultures, avec ou sans OGM. Et donc je me suis dit qu'au moment où la Commission européenne avait lancé une consultation pour mettre en perspective et peut-être faire évoluer la réglementation européenne sur les OGM, qui est totalement inadaptée, obsolète à mon point de vue, eh bien c'était l'occasion de dresser un bilan, et c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Alors vous l'avez signalé, Laurent, ce livre finalement a voulu aussi un peu remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire lutter contre toutes les idées reçues, les fake news, sur les biotechnologies et puis aussi sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et puis présenter aussi donc les perspectives des nouvelles techniques qu'on appelle les nouvelles techniques génomiques, NGT, selon la terminologie proposée par la Commission européenne il y a 1 an, et qui est une terminologie qui remplace les NBT, New Breeding Techniques, qui était beaucoup plus, puisqu'on parle de breeding, c'était beaucoup plus sur le végétal. Là, la Commission européenne a proposé le terme de New Genomic Techniques, à savoir NGT, qui va englober non seulement le végétal, mais aussi l'animal et aussi la santé humaine, car il y a tout un pan qui est développé sur la santé humaine. Est-ce que justement là-dessus, vous pouvez peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent l'évolution qu'il y a eu
très globalement entre ce que vous appelez les biotechnologies de première génération, les OGM, les nouvelles générations de technologies, donc les NGT dont vous avez parlé, les New Genomic Techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces différences-là en quelques mots et montrer en quoi il y a une certaine continuité qui ne légitime pas de traiter différemment les techniques sur le plan réglementaire ou de l'analyse des risques? Alors, déjà, on fait comme Monsieur Jourdain, hein, on parle en prose sans le savoir. Donc, on ne savait pas ce que c'était qu'un organisme génétiquement modifié avant de connaître le code de l'ADN qui a été découvert par Watson et Crick, tout le monde le sait maintenant, dans les années 50. Et puis avant, on peut parler aussi des travaux de Mendel, donc du moine Mendel, qui avait mis en évidence la transmission des caractères. Et c'est quand on a eu ces petites pierres dans l'édifice de la connaissance qu'on a compris ce que c'était qu'un organisme, comment ça fonctionnait, et puis on n'a pas encore fini de tout découvrir d'ailleurs. Et donc, il s'est posé la question à un moment donné de voir qu'on pouvait modifier le génome. Et on pouvait le faire en laboratoire. Donc les chercheurs se sont tout de suite penchés dans les années 75. Il y a eu une conférence d'ailleurs qui a été organisée par Paul Berg, un Américain qui était très avancé dans le sujet, qui a réuni 150 chercheurs à Asie-le-Mar pour se poser les questions sur qu'est-ce qu'il fallait observer comme principe de précaution, ou bien comme précaution tout court d'ailleurs, pour faire des manipulations et modifier le génome de ça. À l'époque, c'était les bactéries. On n'avait pas modifié ni des animaux, ni même des végétaux, parce que les premières modifications ont été présentées dans un colloque à Miami au début des années 1980. Et donc, finalement, on arrive à modifier en laboratoire certains organismes, et on se demande effectivement, bon, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Ça, c'est tout à fait légitime et logique. Mais les recherches qui ont été enclenchées par la suite pour voir exactement ce qu'il fallait, si ces modifications génétiques qui avaient été réalisées en laboratoire intervenaient aussi dans la nature, par exemple, donc on sait maintenant, on définit les OGM comme étant des produits à l'usage, hein, ce n'était pas la définition initiale, mais à l'usage, ce sont des produits obtenus par une technique qui s'appelle la transgénèse. Et donc on avait parlé on franchit la barrière des espèces, ce sont des produits non naturels, ce sont des monstres, allons-y, utilisons les grands mots. Et en réalité, on s'est aperçu dans les recherches qui ont eu lieu par la suite que les organismes qu'on retrouvait dans la nature, donc des organismes vivants, eh bien, étaient issus ou de mutagénèse spontanée, ou bien aussi même de transgénèse spontanée, comme la patate douce par exemple. On a découvert une espèce de patate douce qui était un organisme transgénique naturel. Ça veut dire qu'il a récupéré un morceau d'ADN d'une autre espèce. D'une autre espèce, et qu'il a intégré dans l'évolution de cette espèce. Et donc à partir de là, c'est vrai que les définitions qu'on a données dans les années 1980-1990 sont devenues des définitions qui étaient largement, on ne va pas dire erronées, mais qui étaient incomplètes et qui se basaient sur les connaissances de l'époque. Donc maintenant, il faut faire évoluer effectivement la réglementation pour lui donner une meilleure adéquation avec les connaissances. Et d'autant que, alors on en parlera peut-être plus tard, mais d'autant que au niveau des produits d'édition du génome, donc les produits, les NGT, eh bien, on a une réglementation qui doit se mettre en place, qui s'est mise en place dans de nombreux pays, et l'Union européenne, elle, actuellement, est un pays qui, sur la carte du monde, est
se colore en rouge du sens interdit bien sûr, puisqu'il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne de 2018 qui a considéré que tous les produits d'édition du génome étaient des OGM. On va y revenir, mais voilà. peut-être... Mais peut-être, je voudrais ajouter un petit point, c'est que, à mon sens, la réglementation européenne sur les OGM est une réglementation qui est actuellement obsolète parce qu'on a de nouvelles connaissances scientifiques et il est grand temps de faire le ménage et de réviser un petit peu cet ensemble réglementaire. Oui, on va en parler juste pour bien... Ce qui est frappant dans votre livre, en tout cas, quand j'ai compris ça, c'est que les différentes techniques, on parle de mutagénèse, de transgénèse, de cisgénèse, d'édition du génome, qui sont des mots barbares qui peuvent faire peur au premier abord, en fait, ne font que reproduire des choses qui se passent de manière aléatoire naturellement, et que avec ces techniques, on réussit à cibler, à mieux piloter, à mieux comprendre. Et ce qui est frappant, c'est que plus on maîtrise les technologies, plus les techniques d'amélioration génétique évoluent et sont ciblées, et on comprend ce qu'on fait, plus on s'y oppose. Et est-ce que vous pouvez expliquer, selon vous, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation où, en fait, plus on sait ce qu'on fait, plus on s'y oppose. En particulier, pourquoi est-ce qu'en France, parce que c'est surtout la France qui a été fer de lance de cette opposition-là et qui l'a généralisée à toute l'Europe, mais pourquoi est-ce qu'en France et en Europe, on est autant opposé aux OGM, et puis on reviendra peut-être sur l'édition génomique. D'accord, tout à fait. Et puis aussi, on reviendra un peu sur votre remarque que finalement, tout le monde pratique la modification du génome et la sélection génomique, comme par exemple en agriculture. Depuis le départ, il y a eu une évolution des espèces cultivées grâce à la sélection qui a été faite en agriculture, une sélection bien sûr empirique. Mais revenons sur notre anecdote, sur voir pourquoi en France on est aussi branché. Alors moi j'ai une interprétation qui est sans doute très personnelle, mais qui m'a semblé étayée à la lecture de ce que j'ai fait et puis de ce que j'ai vécu aussi. C'est que tout allait bien en France et en Europe, et même les entreprises françaises avaient un nombre de brevets sur les modifications biotechnologiques d'organismes, généralement c'était végétal, qui étaient déposés et qui étaient supérieurs aux brevets qui étaient déposés par les sociétés américaines. Mais on était dans les années 1970. Et à l'époque, même, la recherche publique finançait ces modifications, ces études de laboratoire. Et puis, en 1996, c'était une année qui était un peu charnière, parce que, alors ça, bien sûr, c'est mon interprétation, mais je l'ai lu aussi dans de nombreux endroits, notamment dans le livre d'Hervé Kempf, qui est La guerre secrète des OGM, et il mentionne que nous sommes dans une année où la France arrête ses essais nucléaires à Mururoa, et il y a une déperdition aussi des donateurs américains qui s'éloignent de l'ONG Greenpeace. Et pourquoi ces donateurs s'éloignent de l'ONG Greenpeace? Parce qu'elle est contre la guerre en Irak, guerre donc, qui a été déclenchée par l'administration Bush, comme vous le savez. Et à ce moment-là, les finances de cette société, de cette ONG, se trouvent assez mal en point. Et d'ailleurs, une petite précision, si vous voulez avoir des informations qui sont un peu iconoclastes, mais très étayées sur le financement de certaines ONG, notamment Greenpeace, je vous conseille de lire une chronique franco-canadienne qui s'appelle La Crise, qui est sur le site de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et vous verrez dans un des numéros, mais je le mentionne dans le livre, un des numéros de La Crise, comment se finance le financement de Greenpeace et surtout à quoi servent ces financements. Et bon, c'était une parenthèse. Et donc, Greenpeace est très mal en point, et là, il y a une réunion qui est provoquée des cadres européens, notamment Isabelle Meister et puis
apothécaire, qui est devenu ensuite député européen, et qui donc se demande qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver comme thème, vu qu'il n'y a plus d'essais nucléaires dans le Pacifique, en France. Donc à ce moment-là, il y en a un qui dit « Ah, mais il y a des nouvelles plantes transgéniques qui viennent de sortir, et puis on va les importer en Europe. » Et Libération, donc titre en novembre 1996, « Alerte au soja fou ». Alors le soja fou, pourquoi? Parce que ça fait référence à la crise de la vache folle, qui affole effectivement tout le monde. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la crise de la vache folle, on a dit qu'il allait y avoir des milliers et des milliers de morts, et c'est pas vrai, il y en a eu à peine des dizaines. Voilà. Et qui n'était pas lié à une modification génétique d'ailleurs. Et qui n'était pas lié à une modification génétique, c'est une maladie à prion, encéphalopathie spongiforme bovine. Exactement, le CB pour la vache, et pour la maladie qui est transmise à l'homme, c'est le Creutzfeldt-Jakob. Et donc, parler de soja fou, c'était déjà faire une alerte et une amalgame inappropriée. Mais donc, à partir de là, il y a eu tout un engrenage qui a donc inquiété le public sur les OGM. Et à tort. Et pardon Catherine, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fondement quasi religieux aussi dans l'idée que le doigt de Dieu, en quelque sorte, pour la modification du génome, ça va, c'est-à-dire que la mutation au hasard, c'est bon, mais le fait qu'on puisse prendre ça en main, quelque part, c'est un peu l'idée de la tour de Babel, c'est-à-dire que l'homme se prend, évidemment, pour... c'est prométhéen, évidemment, oui. C'est des technologies auxquelles il ne doit pas avoir lieu, et donc il ne doit pas avoir accès, et donc on a cette espèce de pensée religieuse de l'homme qui deviendrait Dieu, et donc qui devrait s'auto-limiter. Ce qui pourrait expliquer l'espèce d'opposition complètement irrationnelle, extrêmement forte, les contre-vérités qu'on n'arrive absolument pas à débunker, y compris dans les médias. Et ça veut dire qu'on a beau lutter avec des arguments, on ne pourra pas tellement progresser. Est-ce qu'on va avoir plus de chance avec les nouvelles technologies de sélection variétale? Alors ça, j'espère que oui, parce que déjà, il y a de nombreux pays qui ont adopté ces nouvelles technologies. Par exemple, lesquelles en Europe ou pas encore parce que... Alors, non, l'Union européenne est l'exception, mais même un pays qui était très réticent comme la Nouvelle-Zélande, qui d'une façon aussi liée à une décision de justice, avait considéré que les nouveaux produits d'édition du génome devaient être jugés comme des OGM, reviennent en arrière, ont pris une position attentiste. Alors pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, alors là ça va être un petit peu décousu, mais ces produits d'édition du génome, parce que je ne réponds pas à vos questions, mais ces produits d'édition... On va revenir aux questions de la... Mais ces produits d'édition du génome, tels qu'on les fait maintenant, il peut y avoir différents types de modifications, et dans 92 ou 90% des modifications, on n'est pas capable de voir si le produit qu'on a devant soi, même en l'analysant au laboratoire, provient de l'Amazonie profonde, c'est une espèce endémique qui n'était pas connue, ou bien a été réalisé dans un laboratoire. Donc comment voulez-vous que dans la circulation des biens, on mette des réglementations différentes pour un même type de produit, en fonction non pas de ses caractéristiques, mais de la façon dont il a été obtenu ou il a été découvert. Ça devient kafkaïen. Donc c'est pour ça que de nombreux pays ont décidé d'avoir une réglementation appropriée, et la Nouvelle-Zélande est bien obligée de revenir en arrière, parce que son principal partenaire commercial, c'est l'Australie, et que l'Australie n'a pas les mêmes préventions contre les produits d'édition du génome. Donc on va peut-être revenons, Laurent, sur l'édition du génome. Donc si on reprend le fil de l'amélioration génétique, historiquement, depuis des millénaires, les humains, sans le savoir, font de l'optimisation génétique en sélectionnant les plantes. Exactement. Puis on a eu de nouvelles techniques, l'hybridation, la mutagénèse aléatoire. Donc là, ce sont des techniques où, en gros, on génère ce qu'on appelle des mutants. Alors ça fait très peur, mais c'est des choses qu'on mange tous les jours. Hein. Nous sommes des mutants, tout est mutant en biologie. Et on va sélectionner les meilleures, les plantes qui ont les meilleures caractéristiques. Puis on en a parlé, on est arrivé à la transgénèse. Et donc là,
on va partir du génome et on va y ajouter un morceau d'ADN qui va conférer des nouvelles propriétés. Et là, on arrive désormais à l'édition génomique, donc on est encore plus précis, encore plus ciblé, on comprend encore mieux ce qu'on fait. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que sont ces technologies et ce qu'elles permettent de faire? Alors oui, effectivement, au départ, donc, on a mis en place des techniques dans les années 1940 ou 1970-80, donc la mutagénèse aléatoire et la transgénèse, c'est un peu des techniques de modification qui étaient très peu précises. C'est un peu on utilise un bazooka pour essayer de modifier quelque chose. C'était très peu performant, mais ça permettait quand même de sélectionner à la fin, dans un magma de cellules transformées, une cellule qui avait les caractères recherchés. Mais c'était une phase de tri qui était très fastidieuse et qui coûtait aussi très cher. Je vous coupe pour bien comprendre, excusez-moi, mais ce qu'on mange aujourd'hui, les fruits et les légumes, sont issus de ces techniques-là, même en agriculture biologique. Et ça ne pose de problème à personne. Alors, l'agriculture biologique a un cahier des charges, et d'ailleurs elle se définit par une obligation de moyens et pas de résultats. Et dans son cahier des charges, elle ne veut pas d'OGM et elle ne veut pas aussi de l'utilisation de certains pesticides très précis qui sont utilisés à des doses minimes. D'ailleurs, elle préfère des produits de biocontrôle dont certains sont utilisés en grande quantité et sont bien moins efficaces. Mais donc c'est un cahier des charges qui contraint l'agriculteur à un certain type de pratiques agricoles. Mais si votre produit est obtenu par des techniques biotechnologiques qui ne sont pas réglementées comme OGM, eh bien, l'agriculture biologique les utilise. Et je pense par exemple au blé Renan, qui est cité dans ce livre et qui a été étudié par mon confrère André Gallet, et qui a bien montré que ce sont des techniques totalement artificielles qui ont permis de mettre au point cette variété de blé qui est une variété de blé remarquable, parce qu'elle présente de différents caractères agronomiques, d'adaptation dans les milieux difficiles, etc. Donc c'est un résultat. Je ne critique pas le blé Renan, mais ce que je critique, c'est que l'agriculture biologique utilise beaucoup le blé Renan, alors que c'est un produit qui est génétiquement modifié, mais qui n'est pas réglementé comme un OGM. Et donc ça, c'est une incohérence. Ouais. Et du coup, donc on est arrivé aux OGM qui sont historiquement la transgénèse, et désormais on a l'édition génomique. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces techniques, en quelques mots, pourquoi elles diffèrent, et vous l'avez décrit tout à l'heure, vous dites, mais en fait on est sur des techniques qui sont tellement précises et tellement ciblées qu'on ne peut plus faire la différence, dans certains cas, entre une mutation qui serait apparue aléatoirement et quelque chose qu'on aurait artificiellement généré. Donc là-dessus, qu'est-ce que l'édition génomique en quelques mots? Je sais que c'est difficile. Alors, l'édition génomique, alors, d'abord, il y a et la Commission européenne a fait un distinguo entre les anciennes techniques de modification du génome et les nouvelles. Et puis, ils ont dit que ce distinguo, il fallait faire la barre, le repère, en 2001. Alors pourquoi 2001? Parce que c'est une notion réglementaire de la directive de 2001 qui réglemente les OGM. Mais c'est vrai que sur le plan scientifique, c'est ridicule de dire qu'il y a un continuum dans l'innovation, dans les progrès de la connaissance, et c'est pas en 2001 qu'on a créé les nouvelles OGM. Donc les nouvelles techniques génomiques, et je reviens à votre problème, c'est les de deuxième génération, ont été mises au point en suivant les progrès dès les années 90. Il y a eu des progrès qui ont été faits en utilisant par exemple de l'ARN interférent, donc ça donne des manips de laboratoire qui sont un petit peu différentes et tout. Mais ce qui a été essentiel, et là c'est une date qu'on peut retenir, c'est celle de 2012, où on a deux chercheuses, une américaine, Jennifer Doudna,
qui est professeur à l'Université de Californie, et puis Emmanuelle Charpentier. Alors Emmanuelle Charpentier, elle est française d'origine. Je dis d'origine, elle est toujours française, bien sûr. Elle a fait ses études à Pasteur, elle a fait une thèse, mais on lui a donné un postdoc aux États-Unis. Ensuite, après, on lui a fait des propositions beaucoup plus alléchantes de perspectives pour un jeune chercheur dans d'autres pays européens, donc en Suède, en Autriche, maintenant en Allemagne. Et finalement, elle a fait sa carrière totalement hors de l'Hexagone. Et ça aussi, ça doit nous faire réfléchir sur la place que doivent avoir les biotechnologies. Donc 2012, il y avait d'autres techniques de modification du génome qui commençaient à se faire, d'édition du génome, mais en 2012, elles ont décrit une technique qu'on appelle le CRISPR, et c'est Jennifer Doudna qui dit « Avant, on utilisait pour modifier les organismes génétiques un marteau de forgeron, maintenant on a un scalpel moléculaire ». Et on a même d'autres techniques qui ont été mises au point en 2017, donc vous voyez, c'est il n'y a pas longtemps, qu'on appelle le prime editing ou le base editing, et qui sont des modifications où on enlève juste une base dans le génome. L'ADN, vous savez, c'est un ensemble de 4 bases, et on en change une, et là, on a de nouvelles propriétés qui apparaissent, où on a des gènes qui deviennent silencieux et qui éteignent les enzymes qui provoquent, par exemple, la synthèse, la biosynthèse dans les cellules de produits qui sont délétères, par exemple comme l'acrylamide, qui peut générer le cancer. Donc c'est là, on est devenu très 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 précis dans la modification du génome. Oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce livre qui serait un ADN, la transgénèse, c'est je vais récupérer un chapitre d'un autre livre et je l'ajoute. L'édition génomique, c'est je vais gommer une lettre. Exactement. Et donc on est sur des choses extrêmement précises qu'on comprend très très bien et qu'on maîtrise. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est peut-être avant de parler sur l'aspect réglementaire, est-ce que vous nous donnez des exemples de potentiel pour répondre aux défis agricoles que nous apporte l'édition génomique? Qu'est-ce que ça nous permettrait de faire? Quelles sont les promesses de ces technologies-là? Alors au niveau agricole, il y a la partie végétale, et puis il y a aussi la partie animale. Alors sur la partie végétale, par exemple, on a un boulevard devant nous qui est de pouvoir faire des mises au point de nouvelles variétés qui vont résister au changement climatique. Donc une adaptation à la sécheresse, une meilleure lutte contre des nouveaux ravageurs ou des nouvelles maladies qui apparaissent. Parce qu'avec la modification climatique que l'on observe, les conditions in situ des écosystèmes se modifient. Et donc il y a de toute façon une adaptation des espèces. Mais des espèces aussi, des maladies, des ravageurs, etc. Par exemple, hier j'étais à l'Académie d'agriculture et on a largement discuté de l'apparition de la rouge jaune qui s'est répandue actuellement et qui a un vrai problème au niveau de la culture céréalière et qu'on n'avait pas prévu. Alors il est clair qu'il y a des programmes qui vont être mis au point, qui vont étudier justement d'une façon beaucoup plus rationnelle et scientifique si on peut créer de l'amélioration variétale avec des techniques génomiques d'édition du génome, et ça sera une mise au point beaucoup plus rapide que tout le travail de fond qui a déjà été réalisé de prévenir cette épidémie de rouge jaune qu'on observe. C'est là que c'est extraordinaire de comprendre l'incohérence du discours environnementaliste qui s'oppose à des techniques qui nous permettraient justement à l'agriculture de s'adapter au changement climatique. Mais j'ai vu aussi dans votre livre qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur le fait d'avoir des céréales qui captent eux-mêmes l'azote de l'air, donc on n'aurait même plus besoin, peut-être que je caricature un peu, de fertiliser. Et la fertilisation c'est exactement les recherches qui se passent aux États-Unis actuellement. Ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, et on est face à des techniques, des potentiels, alors je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on a des potentiels d'avoir des plantes qui vont générer moins de gaz à effet de serre.
L'agriculture qui va générer moins de gaz à effet de serre. Si je peux doubler la question, parce que c'est quand même un argument extrêmement important et qui est souvent contesté, donc moi je suis heureux qu'on ait l'occasion de vous interroger à ce sujet, c'est est-ce que ces techniques permettent ou pas de diminuer la quantité d'intrants, de pesticides qu'on va mettre pour l'agriculture notamment. Voilà. Alors déjà on peut dire même, on va revenir sur les OGM, que les OGM, des études ont été faites et ont montré qu'il y avait un certain nombre d'intrants qui avaient été diminués au niveau émission des gaz à effet de serre, CO2, au niveau aussi de certains pesticides, notamment des insecticides, etc. Donc déjà, mais avec l'édition du génome, on va avoir des mises au point beaucoup plus rapides. Et c'est vrai qu'on va réussir à faire l'exemple que vous avez évoqué, celui notamment de permettre à des plantes d'utiliser l'azote alors que ces espèces ne pouvaient pas. Oui. Hein, actuellement, on avait les légumineuses qui pouvaient utiliser certains aminoacides et pas d'autres, et d'autres espèces qui ne le pouvaient pas. Là, on va réussir à créer des... C'est un des gros problèmes du moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur la question très concrète de l'actualité, une des limites qui fait qu'on n'est pas capable de produire beaucoup plus de céréales quand l'Ukraine et la Russie ne peuvent plus produire, ou on va voir leurs exportations bloquées, c'est qu'on a besoin d'engrais, de fertilisants, qu'on n'est pas capable d'en produire plus. Et là, on pourrait se débarrasser de ce besoin-là potentiellement. Donc c'est pour moi une incompréhension totale qu'on se ferme ces possibilités-là, ces progrès-là. Et sur d'autres aspects, sur des aspects sanitaires, médicaux, il y a aussi des progrès, des promesses énormes sur l'édition génomique. Oui, c'est totalement énorme. Bon, déjà, ce qu'il faut rappeler aussi au niveau des OGM, c'est que on a beaucoup parlé des OGM agricoles, le soja-fou par exemple, ou le maïs BT, qui est mon modèle favori d'études de laboratoire, le MON 810, mais à la même période, dans les années 80, qui a contesté que l'on mette au point de l'insuline humaine qui est synthétisée par des bactéries dans lesquelles on a introduit ce gène humain de synthèse de l'insuline humaine, parce que l'insuline, c'est une hormone qui varie selon les espèces avec un ou deux aminoacides différents. Et quand les diabétiques étaient traités par de l'insuline de porc, il y avait des accidents anaphylactiques, des accidents donc qui se produisaient. Et là, depuis qu'on a de l'insuline humaine fabriquée par ces micro-organismes génétiquement modifiés qui sont cultivés dans des bioréacteurs, eh bien, le diabète est devenu une maladie qui peut se soigner avec moins d'inconvénients. On a aussi... il faut le dire clairement, ça veut dire qu'on a amélioré la santé des diabétiques grâce à des bactéries OGM. Exactement. Le vaccin Covid aussi est fait à partir de bactéries OGM. Alors, le vaccin Covid, il y a deux types de vaccins. Celui de l'ARN messager, que vous connaissez, Pfizer, Moderna, qui lui est un acide ribonucléique, donc, qui n'est pas un OGM, puisque c'est un acide nucléique. Donc ces vaccins-là ne sont pas réglementés comme OGM. En revanche, le vaccin AstraZeneca ou le dernier vaccin Medicago au Canada, qui est réalisé à base de cellules de tabac, et le vaccin AstraZeneca, donc à base de micro-organismes modifiés, ou bien le vaccin Sputnik ou le vaccin Sinovac, eux, sont des organismes réalisés à partir d'organismes génétiquement modifiés. Et du coup, qu'est-ce qui explique que sur la partie médicale, on a beaucoup moins de défiance vis-à-vis de l'amélioration génétique, que ce soit les OGM ou l'édition génomique? On pourrait parler aussi des thérapies géniques qui n'opposent, qui ne font pas face à un vent d'opposition. Le PO aussi, l'érythropoïétine, le PO, qui provient aussi d'organismes génétiquement modifiés. On a aussi l'hormone de croissance, etc. Et qu'est-ce qui explique du coup cette différence d'appréciation entre les techniques génétiques
appliquées au médical versus les techniques génétiques appliquées à l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'on accepte des vaccins OGM, on accepte de l'insuline OGM, mais on refuse de manger des légumes ou des fruits OGM? Est-ce que vous avez entendu parler de campagnes d'ONG de type Greenpeace ou les Amis de la Terre contre cette insuline qui provient d'OGM? Mais qu'est-ce qui explique du coup que... Non, il n'y a pas eu de campagne médiatique donc là-dessus. Parce que justement, le bénéfice est évident. Alors qu'au niveau de l'agriculture, c'est un peu plus long de voir les bénéfices de ces cultures génétiquement modifiées. En plus, ces cultures génétiquement modifiées, quand elles sont cultivées sur une large échelle, comme en Amérique du Sud, eh bien, provoquent, j'ai étudié ça avec des collègues de l'Université de Pau, en particulier Xavier Arnaud de Sartre et puis Henri Regnault, un économiste et un géographe, eh bien, provoque une révolution agricole in situ, c'est-à-dire que ça se modifie. Ce sont non seulement les techniques agronomiques qui se modifient, mais ce sont aussi la structuration du milieu agricole, des exploitations, il y a des modifications juridiques, il y a des modifications économiques, bien sûr. Et donc, tout ça fait que ces OGM ont été traités d'une façon différente des OGM dans le milieu médical. Est-ce qu'ils ne symbolisent pas, je crois qu'il y avait une citation d'ailleurs de quelqu'un de Greenpeace, en fait, les OGM en soi ne poseraient pas un problème sanitaire ou environnemental, mais ils symbolisent une société, ils symbolisent un modèle qui est rejeté. Est-ce que c'est pas ça fondamentalement le problème? Alors c'est Bruno Rebel qui était le directeur de Greenpeace France dans les années 2000 qui a prononcé cette phrase et qui a été rapportée d'ailleurs par Bernard Le Buanec, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie d'agriculture, dans son livre Les OGM, pourquoi la France n'en cultive pas. Mais ça a été aussi repris par une association internationale, une autre ONG, les Amis de la Terre, qui ont dit, et là j'avais noté la citation, je l'avais sélectionnée. Voilà, le choix qui va être fait sur les nouvelles techniques va trancher pour ou contre un modèle sociétal qui cherche une fuite en avant technologique, à la solution donc pour les maux de la société de consommation débridée et du changement climatique. Et donc cette association, qui a fait paraître ça sur son site, c'était en 2016, et que j'ai fréquenté d'ailleurs au Conseil des biotechnologies, précise, donc ce qui est en cause, ce n'est pas telle ou telle technique, mais bien toute la société et le type de société qui les développe. Donc c'est un choix politique, ce n'est absolument pas un choix scientifique. D'accord, sur le fait que ce ne soit pas scientifique, mais est-ce qu'il n'y a pas, je vais me faire un peu l'avocat, mais est-ce qu'il n'y a pas une légitimité dans ces critiques parce que quand on parle d'OGM, on pense tout de suite à Monsanto, on pense tout de suite au monopole de l'agro-industrie qui asservisse les paysans. Est-ce que cette critique est légitime ? Alors, par rapport aux grosses sociétés, c'est les sociétés qui existaient dans les années 80. Il y avait des sociétés qui produisaient des produits phytopharmaceutiques, d'autres des sociétés qui étaient plus spécialisées dans les biotechnologies. Et c'est vrai que l'apparition de ces techniques a permis de montrer qu'il y avait une synergie qui pouvait se créer au niveau des groupes. Il y a maintenant 3 grands groupes qui sont des consortiums qui regroupent à la fois des sociétés qui font de l'agrochimie et à la fois des sociétés qui font des biotechnologies, et puis aussi des sociétés, et ce sont les mêmes, qui font du biocontrôle. Donc il y a maintenant 3 grands groupes internationaux. Il y en a un, c'est le groupe Ken China qui a absorbé la société suisse Syngenta, et donc qui est devenue là aussi une société qui peut se développer avec des techniques modernes de biotechnologie et puis des techniques aussi, des produits chimiques, d'une réflexion agronomique. Vous avez le groupe Corteva qui est basé aux États-Unis avec
Dow Chemicals, oui, au départ. Et ici, j'ai un joli schéma qui montre et qui a été réalisé grâce à, d'ailleurs, sur une idée de Bernard Ambolet, et puis ensuite que j'ai actualisé. Donc, oui, donc Corteva, c'était Dow AgroSciences et c'était Dupont de Nemours. Excusez-moi, pour Dupont de Nemours, c'était une firme aussi, une société prestigieuse. Et puis la dernière, c'est Bayer, bien sûr. Bayer qui a absorbé, qui a racheté même Monsanto dans les années 2017. Et alors justement, en rédigeant ce livre, j'ai une de mes consoeurs, Nadine Vivier, qui m'a posé une question en me disant « Oui, mais on parle beaucoup des grosses sociétés, des gros consortiums d'agrochimie, et notamment Monsanto. Et Monsanto fait peur. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ?» Donc j'ai fait un petit encart sur Monsanto pour montrer que, alors moi j'ai été sidérée de voir cette épopée industrielle de cette société qui a, on va dire, trop bien réussi. Elle a trop bien réussi puisque elle a mis au point un certain nombre de produits dans le caoutchouc, dans les phosphates. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Alors que c'était et puis cette petite société s'est développée notamment avec elle produisait de la saccharine et un de ses premiers clients a été les prémices de la société Coca-Cola. Enfin bref, c'est une époque. Elle a été plus tard critiquée sur les produits qui ont été utilisés par l'armée américaine ou exactement. Ou les DDT, des choses comme ça. Voilà, oui, elle a été donc avec, c'était pas la seule. Hein, il y avait Monsanto et puis il y avait Dow Agro qui fabriquait un produit qu'on a appelé l'agent orange, qui était un herbicide qui a été utilisé comme défoliant pendant la guerre du Vietnam. Et qui a été bombardé littéralement, c'est-à-dire maintenant, malheureusement, à cause de la guerre en Ukraine, on sait tous ce que c'est qu'une bombe. Hein, c'est des énormes engins, mais qui peuvent déverser plein de choses. Et là, les bombes américaines déversaient du défoliant. Et notamment, les populations vietnamiennes en ont beaucoup souffert, puisque quelquefois, ces bombes éclataient au-dessus des villages. Et est-ce que, du coup, alors c'est un exemple, mais ces sociétés... cette organisation de ces sociétés aujourd'hui pose un souci vis-à-vis notamment des petits agriculteurs. Est-ce que c'est un problème? Alors, ces grandes sociétés, c'est les seules qui peuvent actuellement répondre aux réglementations qui existent dans les différents pays, et notamment en Europe, et qui nécessitent des financements très importants pour mener à bien le développement des produits, l'homologation et ensuite la surveillance, notamment donc, au niveau des OGM. Est-ce que c'est contre la petite agriculture? Je ne pense pas. D'abord parce qu'il peut y avoir plusieurs schémas de développement selon les pays, selon l'organisation. En France, quand le maïs OGM était autorisé, est-ce que vous avez vu que les structures des exploitations agricoles en a été modifiées? Moi, je connais très bien des exploitants agricoles, par exemple Claude Ménassa, dans le Lot-et-Garonne, qui avait été à la tête d'une exploitation très traditionnelle et qui plantait du maïs OGM. Et ça n'a pas modifié pour autant. Ce qu'il faut aussi dans les idées reçues, c'est savoir qu'actuellement, dans le monde, il y a donc 190 millions d'hectares de plantes OGM, donc de plantes biotech qui sont cultivées, et il y a 17 millions d'agriculteurs, donc 16 millions d'agriculteurs pauvres, donc qui sont basés principalement en Inde et en Chine, qui utilisent des OGM. Et notamment, je vais vous citer une anecdote, c'est la culture de l'aubergine au Bangladesh. Alors ça, c'est un cas d'école. On a deux cas d'école, il y a le riz doré sur un riz biofortifié et puis l'aubergine. Alors l'aubergine, donc en Inde, en Philippines ou bien au Bangladesh, est une culture vivrière très importante qui est une base alimentaire de la population. Et puis elle est attaquée par un insecte ravageur. Et donc il y a eu des recherches qui ont été mises au point par une université indienne et des groupes industriels qui, comme schéma, donc association publique-privée.
Sauf que dans les groupes industriels, il y avait notamment la société Monsanto. Alors il y a eu tout un mouvement d'activistes indiens qui ont essayé de limiter ses recherches, d'entraver son développement, d'empêcher même les essais. Des essais qui ont été faits aux Philippines ont été saccagés. Et donc, devant cela, le gouvernement indien a baissé les bras et a provoqué un moratoire. Bon, classique, vous allez me dire, ça s'est produit ailleurs. Sauf que le gouvernement bengali s'est dit, mais ces variétés, elles sont très intéressantes. Donc il a mis les organismes de recherche du ministère de l'Agriculture et d'autres sociétés de recherche du Bengale du Bangladesh, sur cette thématique, et ils ont sorti donc des variétés adaptées à l'agriculture du Bangladesh. Ils ont donné ces variétés d'aubergines à une dizaine d'agriculteurs au départ. Les exploitations agricoles au Bangladesh, c'est 1 hectare à peu près. Donc ça a commencé très confidentiellement sur une dizaine d'hectares. Et puis ensuite, comme la récolte a été bonne, que les agriculteurs ont utilisé moins d'intrants pesticides, ça s'est développé de fil en aiguille, et maintenant c'est à peu près 30 000 agriculteurs du Bangladesh qui utilisent cette technologie. Qui leur permet de réduire qui leur permet de réduire les insecticides. Alors, il y a des études qui sont actuellement en cours de voir les bénéfices qu'on peut tirer de cette culture, donc des études scientifiques, donc ça prend quand même, avec les répétitions et tout, ça prend 2-3 ans, mais c'est en cours, c'est publié, mais on sait déjà qu'ils économisent 67% d'insecticides, que vous savez, actuellement, il y a ces insecticides, ils sont mis avec des pulvérisateurs à dos. Et puis les agriculteurs bengalis, ils n'ont pas beaucoup de protection, d'équipement de protection. Donc pour eux, moins de problèmes sanitaires pour eux, une économie de pesticides et une augmentation des rendements par 6 à l'hectare. Donc vous imaginez que c'est une culture qui est plébiscitée actuellement. En plus, ils sont moins clients de l'industrie chimique, n'est-ce pas? En plus, ils en achètent moins. Oui, oui, tout à fait. Ça rejoint une des questions qui demandait justement, parce qu'il y a plein de questions, et il nous reste 10 minutes, mais a-t-on idée des retombées économiques liées à l'introduction des OGM dans notre agriculture? Donc c'est un peu ce que vous suggérez. C'est que, évidemment, chez nous, par définition, il n'y en a pas, puisque... en France, depuis 2014, c'est interdit. Oui. Et d'ailleurs, on peut se poser la question du bien fondé de cette interdiction, qui a été une interdiction très politique, parce que justement, le fait d'utiliser... Alors, il y a une seule variété d'OGM qui est cultivée dans l'Union européenne actuellement, c'est le blé transgénique MON 810, qui permet de lutter... oui, le maïs, excusez-moi. Le blé, je suis dans la science-fiction, mais ça va arriver. Donc, contre la pyrale et la sésamie, et qui permettait notamment d'avoir des récoltes avec moins de mycotoxines. Donc ça, c'est des recherches que j'ai faites avec la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation Midi-Pyrénées, mon collègue et confrère Marc Delos notamment. Nous avons mené ces recherches au sein d'un partenariat entre l'Université de Pau et la DGAL à l'époque, qui a montré que le fait d'utiliser un maïs OGM permettait d'avoir moins de teneur en mycotoxines. Or, les mycotoxines, c'est sécrété par des champignons et c'est hautement délétère. C'est un poison pour les humains. C'est pour les humains et pour les élevages aussi. Ouais. Parce que quand les taux des mycotoxines est un peu élevé, certains ont la tentation, c'est interdit, mais pas aux États-Unis, et ont la tentation de faire des mélanges pour que les cargaisons soient juste en deçà du seuil réglementaire. Mais les animaux qui mangent ce maïs, ils ne se portent pas forcément très bien. Alors, il y a un commentaire intéressant. La différence dans l'utilisation des OGM dans les domaines de la santé ou de l'agriculture tient au fait que l'on parle plus de risques que de bénéfices. On accepte de prendre des risques pour se soigner, mais pas pour manger.
Effectivement, c'est peut-être du coup une piste de communication. Quelqu'un d'ailleurs dit qu'il faut s'appuyer sur une campagne médiatique autour du traitement du diabète pour améliorer l'image de ce qu'on peut faire en agriculture. Et c'est vrai que c'est un exemple qui est effectivement qui est parlant. Tout à fait. Surtout qu'actuellement, en plus, alors avec l'édition du génome, pour revenir à l'édition du génome, on est en train de traiter des maladies qui sont orphelines, donc des maladies ou génétiquement héréditaires, et là on est en train de trouver des pistes très, très importantes. Notamment aussi les Chinois mènent beaucoup de recherches sur différents cancers, etc. C'est important. Et on en parlait juste avant l'émission, mais un autre exemple qui est, on connaît tous des gens qui sont intolérants au gluten, et on est en train d'inventer des blés grâce à l'édition génomique qui pourraient être consommés par des malades cœliaques. Exactement, ce sont des recherches qui sont menées en Espagne, notamment par le CSIC, qui est le Conseil supérieur de la recherche scientifique, donc dans le sud, en Andalousie, et donc qui essaie de mettre au point. Là, ils en sont à faire des essais cliniques, donc ils sont assez avancés quand même. Ouais. Et ça pourrait être un gros progrès médical pour tous ceux qui ont une intolérance au gluten. Donc aujourd'hui, sur l'édition génomique, peut-être pour avoir un peu plus de prospective, mais l'édition génomique aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, c'est assez technique, mais elle est mangée actuellement à la même sauce que les OGM. Donc concrètement, des réglementations tellement lourdes que c'est impossible de mettre sur le marché de nouveaux OGM. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit faire une réglementation adaptée, différente pour l'édition génomique? Quel est votre point de vue là-dessus? Et est-ce que vous avez un bon espoir qu'on puisse faire de la recherche et potentiellement développer des nouvelles variétés commerciales qui sont issues de l'édition génomique dans les prochaines années? Alors, la modification, l'édition du génome permet de modifier, ou d'une façon très anecdotique, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le crayon. Hein, oui. Voilà. Donc, c'est des techniques qui sont de modification légère et qu'on ne peut pas détecter, comme on l'a dit, à la fin du produit. Donc, c'est une des catégories. Et puis, on a des modifications qui remplacent des bouts de génome un peu plus conséquents. Mais pour la première catégorie, qu'on appelle SDN1, actuellement, la plupart des pays dans le monde ont exempté de réglementation OGM ces produits issus des modifications SDN1. Et par exemple, en Argentine, qui a maintenant un recul de 5-6 ans sur la question, eh bien, on s'est aperçu que de nouveaux produits sont arrivés sur le marché et que ça se développe parce que les frais d'homologation sont moins importants, puisqu'il n'y a plus de réglementation. Et donc, ça permet de progresser, d'avoir de nouveaux produits, de nouvelles variétés, mieux adaptées, de meilleure qualité. Donc, on a parlé aussi, on n'a pas dit, mais parce qu'on a parlé des aliments tout à l'heure qui pouvaient être médicalement intéressants, eh bien, on a aussi des aliments biofortifiés. Donc, par exemple, en OGM, on a bien sûr la controverse du riz doré, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais au niveau de l'édition du génome, on peut avoir des profils qui sont avec des huiles dont les acides gras sont donc plus insaturés, donc nutritionnellement améliorés. On peut avoir aussi la fameuse tomate japonaise GABA qui a des vertus d'alicament, etc. Et alors peut-être, je ne sais pas, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Charpentier qui a dû faire toute sa carrière de recherche à l'étranger. Ce qui est frappant, c'est que le secteur semencier en France est un des premiers secteurs mondiaux qui a une énorme expertise dans le domaine. Et on voit que toutes ces sociétés sont en train, si ce n'est pas déjà fait, de délocaliser leur R&D dans d'autres pays pour pouvoir... Donc on est en train de perdre complètement cette compétence en France. Est-ce qu'il y a je crois que vous aimez bien ce terme de souveraineté. Qu'est-ce que ça implique pour vous là-dessus? C'est clair que justement, c'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et que j'ai écrit ce livre et j'espère que ça le fera. Il est clair qu'on ne peut pas passer, l'Union européenne ne peut pas passer à côté des nouvelles techniques d'édition du génome et se censurer en appliquant une réglementation qui est obsolète.
Et effectivement, ce que vous avez dit, et ce n'est pas uniquement moi, mais c'est aussi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, le PECST, avec la sénatrice Catherine Procaccia, et il y avait aussi Loïc Prudhomme, député, qui ont écrit un rapport récemment, l'an dernier, où ils constataient que c'était dramatique de voir qu'on ne pouvait plus travailler sur les nouvelles biotechnologies de deuxième génération dans l'Union européenne, que toutes les sociétés se délocalisaient. Vous citez des chiffres dingues, c'est-à-dire qu'on a 40% des nouveaux brevets sur l'édition génomique qui sont aux États-Unis, 40% qui sont en Chine, et presque rien en Europe. Donc exactement. On est en train de complètement perdre la course de l'innovation en Europe sur ce sujet. Vous avez tout à fait raison, c'est des chiffres qui ont été réalisés à partir des offices sur la protection et la propriété intellectuelle et donc les brevets qui montrent qu'actuellement on a 2 pays qui font la course en tête, la Chine et les États-Unis. Pour faire simple, vous vous ferez vacciner ou vous vous ferez soigner avec des produits américains et vous allez manger une baguette chinoise. Parce que les Chinois ont beaucoup plus de brevets d'application sur les techniques végétales et les Américains sur tout ce qui concerne le médical. Et donc, quelles sont vos recommandations aujourd'hui dans les prochains mois, prochaines années, pour revenir en Europe à un secteur semencier qui devient un fer de lance de l'innovation? Alors, il y a la Commission européenne qui a lancé une consultation pour pour modifier la réglementation, notamment la réglementation qui serait appliquée aux végétales. Mais elle refuse actuellement de prendre en considération les modifications qui seraient appliquées à l'animal. Or, les techniques d'édition du génome, et je fais un clin d'œil à mon confrère Michel Thibier, les techniques d'édition du génome permettent aussi de répondre à des solutions, de soigner des élevages, d'améliorer le bien-être animal aussi. Vous avez un exemple sur les vaches Oui, les vaches sans cornes, là c'est extraordinaire. Les cornes, vous savez, ça blesse les autres animaux et ça blesse aussi le personnel qui prend soin de ces animaux. Et donc avoir des vaches sans cornes, ça a été réalisé et ça permet d'éviter donc cette technique de l'écornage, donc qui est vraiment une technique de souffrance animale. Voilà. Mais on fait souffrir les animaux en enlevant les cornes parce qu'on veut éviter qu'il y ait d'autres blessures plus graves qui soient provoquées par ces cornes. Bon, c'est un peu anecdotique, mais on a aussi des études qui ont été réalisées par les Chinois pour limiter, par exemple, que les porcelets en plein hiver, dans les porcheries chinoises à Pékin, il fait très très froid, eh bien, puissent perdre un peu moins de chaleur, etc. Donc on améliore, par thermogénèse, on améliore leur bien-être. Il est malheureusement déjà 9h01 et effectivement on pourrait en parler extrêmement longtemps. Je renvoie évidemment les téléspectateurs à votre livre qui vient de sortir avec évidemment plein de détails sur ces enjeux où c'est toujours bon de sortir de ce qu'on entend de façon un peu trop superficielle, d'aller un peu plus au fond des choses. Évidemment, tout ce débat et toutes ces questions ne sont pas closes. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci Laurent. Merci Catherine. Je signale juste que la semaine prochaine, jeudi, nous parlons du logement et quelle doit être la politique du logement pour les 5 prochaines années, pour le quinquennat. On reçoit Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et Bernard Cadot, que nous connaissons bien ici chez Sapiens. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Et bien, bonne journée à tous. Au revoir.